Merci beaucoup. Donc j'ai le créneau le plus difficile de la journée. Louise, j'avais prévenu, vous auriez tous faim et que la glycémie aidant, la tension allait peut-être descendre. Donc je vais pas vous faire une présentation trop académique. Je vais essayer de vous mettre à contribution. Mais bon, je vais quand même vous expliquer un petit peu effectivement d'où viennent mes travaux. Hop. Donc comme l'a dit Louise, effectivement, donc je suis également psychologue sociale comme Dale, et je m'intéresse particulièrement en fait à l'accompagnement des adultes. On a parlé des enfants et des personnes âgées qui sont déjà un public qui se familiarise de plus en plus avec les robots, mais entre les deux en fait, donc nous qui travaillons depuis quelques années, on n'a pas forcément été habitués à les imaginer dans nos lieux de travail. Donc ça, c'est vraiment ce que je fais à la fois comme praticienne et puis ce que j'ai voulu approfondir dans le cadre de ma thèse. Donc je vais pas vous faire effectivement le tour de tous les cas d'usage de robots, mais voilà, j'ai pu rencontrer à peu près, je pense, tous les concepteurs en France et puis à l'étranger. Donc j'ai eu le plaisir aussi, par exemple, d'interroger Rodolphe à l'époque sur pourquoi il avait créé Buddy. Xavier, vous entendrez aussi cet après-midi sur les travaux. Donc on a des cas d'usage qui arrivent un petit peu dans le monde tertiaire, mais pas encore complètement déployés sur le terrain. Donc avant même de pouvoir accompagner ces publics, alors il y a quand même des exemples de Pepper, tous les robots dont on a parlé ce matin, Pepper, Buddy, Cruiser aussi, donc qui peuvent être aujourd'hui déjà déployés ou en tout cas en test sur de l'aide, donner des informations en fait, accueillir les collaborateurs dans les bâtiments, dans les centres commerciaux. Et puis c'est vrai que la période de pandémie a ramené aussi le sujet d'avoir des robots donc humanoïdes. Je reprends vraiment la table ronde juste avant, qui pouvaient avoir l'intérêt d'aller sur des zones, par exemple dans les hôpitaux, dans les chambres de patients effectivement contagieux, et donc être en appui des équipes soignantes. Par exemple, pour pouvoir aider aussi les personnes malades à rester en lien social avec leur famille, interagir effectivement avec toute l'équipe médicale. Et donc, par rapport à cet accompagnement, moi, ce qui m'importait, en fait, dans ce que j'ai pu voir dans la prospection, donc Sony a parlé d'un certain nombre de papiers sur l'utilisation, en tout cas sur les robots sociaux, mais il n'y en a pas tant que ça. En fait, il n'y a pas tant que ça de recherche et d'outils en fait de mesure de l'acceptation des robots, et donc qui ont pu travailler sur cette question de l'adoption des robots sociaux. Et donc j'ai travaillé à partir de leurs travaux, et puis j'ai complété la façon de pouvoir mesurer comment ces robots peuvent être perçus et d'abord acceptés ou pas, donc acceptabilité initiale, et puis dans l'idéal c'est des questionnaires en fait tout simplement qui vont pouvoir être déployés aussi sur le terrain, donc une mesure au préalable, Frédéric en parlait aussi tout à l'heure, et puis pouvoir accompagner des équipes, donc cette fois-ci pas la perception des utilisateurs, donc les enfants, les personnes soignées, mais justement les soignants, les commerçants dans un centre commercial, tous les collaborateurs qui peuvent être amenés à voir des robots arriver en renfort ou en appui de leurs activités, comment ils perçoivent ces robots, positivement, négativement, de façon neutre, dans la durée. Parce que le robot, quand on le voit quelques minutes, des fois on peut le trouver mignon, sympathique, en tout cas on a une première impression, et comment cette perception elle évolue dans le temps, en fonction après des interactions que j'ai, des usages qui sont perçus comme pertinents ou pas sur le terrain. Voilà, donc en résumé, donc j'ai élaboré un questionnaire de mesure de ces facteurs d'acceptance. Donc je me suis fait entre guillemets le plaisir de mettre aussi un terme qui est l'acceptance, donc qui n'est pas un mot français mais qui est une adaptation qui va plus loin que seulement l'acceptabilité, puisque l'acceptabilité ça va être la première perception et l'acceptance va intégrer une notion de durée. Est-ce que cette acceptabilité elle se confirme ou on va sur du rejet ou acceptabilité négative comme disait Alain Bensoussan tout à l'heure, dans la durée et avec plus d'interaction avec le robot. Donc je vous passe les calculs, les corrélations. Si ça en intéresse quelques-uns, je serais ravie d'en parler en détail avec vous. Et puis ma thèse est disponible de toute façon dans les bonnes bases de données académiques. Et puis Louise là aussi à disposition. Mais donc juste pour vous montrer en tout cas les facteurs d'acceptation d'acceptation initiale et d'acceptance des robots que j'ai mis en évidence dans mes travaux. C'est donc sur la base
du Technological Acceptance Model de Davis. Donc là, déjà voir si le robot il est utile et utilisable. Donc ça, c'est des fondamentaux qui sont utiles pour toutes les technologies, le smartphone, la télévision, les outils collaboratifs. Donc avec des critères effectivement qu'on a ici, l'utilité perçue, l'utilisabilité. J'ai intégré aussi des éléments de plaisir perçu et de confiance, puisque moi, ce qui m'intéresse effectivement, ce sont les robots humanoïdes, donc qu'on a défini un petit peu tout à l'heure, donc avec aussi un anthropomorphisme physique et un certain degré d'autonomie. Donc j'ai travaillé aussi à partir des travaux de Bart Knapp et ses collaborateurs, qui est un chercheur néo-zélandais qui lui a travaillé vraiment sur les questions de perception initiale. Est-ce que le robot il est agréable a priori, est-ce qu'il me semble intelligent, et puis j'ai mis en balance en fait face à ces critères d'acceptabilité des critères d'anxiété. Et donc là je suis vraiment partie des travaux du professeur Nomura et ses collaborateurs, qui avaient été traduits une première fois par le professeur Dinet en France. Et donc j'ai adapté, j'ai enrichi avec leurs accords sur des éléments donc d'anxiété technologique. Est-ce que je vais être capable d'utiliser cette machine qui peut me faire un peu peur, qui est plus ou moins elle est plus grande que moi, je vais peut-être la casser. Il y a des questions de cybersécurité aussi. Est-ce que les données que le robot va capter vont être envoyées à travers le monde? Est-ce qu'il va prendre des photos à mon insu? Toutes ces questions-là qui sont importantes aussi pour les cas d'usage de l'IA, bien évidemment. Et puis donc la question sociale, effectivement, est-ce que le robot va changer ma vie? Est-ce qu'il va dominer? Est-ce qu'il va effectivement m'utiliser? Voilà. Donc on peut comme ça avoir un questionnaire. Donc aujourd'hui, j'ai un questionnaire en 60 questions, une 20aine de minutes de passation, qui permet d'avoir une première photographie individuelle, et puis on peut faire une cartographie d'équipe, par exemple, une équipe qui serait amenée à utiliser un robot, et justement les prendre assez tôt, justement dans la conception du cas d'usage qui sera utile pour eux, et puis pouvoir se projeter dans je pense que je vais l'utiliser facilement, rapidement, dans la durée ou pas. Voilà, donc ça c'est en très résumé ce que j'ai pu développer dans mes travaux. Et puis donc en plus, puisque justement quand on rencontre les concepteurs, les utilisateurs, on se rend compte que la science-fiction elle a un rôle très important. En fait, la robotique, merci Frédéric, c'est une des seules sciences finalement où les concepteurs s'inspirent de la science-fiction pour développer et rendre réels ces objets, ces outils. Voilà. Rodolphe le premier m'avait parlé de son inspiration de R2D2 pour Buddy. Alors que il y a d'autres technologies où c'est l'inverse. C'est les auteurs de science-fiction vont chercher des objets du quotidien et vont aller les pousser un petit peu plus loin dans leurs possibilités. Donc je fais un petit test avec vous pour voir justement si on est parti sur des références communes depuis ce matin a priori. Donc déjà en fonction de ces films ou ces séries, est-ce que vous les avez vus? Si je fais un petit tour, alors commençons par Star Wars, il est là au milieu. À main levée, qui a vu Star Wars dans sa vie? Bon, je vous demande pas lequel et dans quel ordre. En tout cas, quasiment toute la salle. Real Human, ça c'est une série danoise qui pose vraiment des questions d'ailleurs très éthiques, très intéressantes sur l'intégration des robots dans la société. Westworld, dans les derniers... Est-ce que la dernière saison, attention, il y a le film à l'origine. Alors la série, là je vois la série. Là, c'est pas encore. Voilà, et la dernière saison, je la recommande. Ça reboucle, parce que sinon... il y a toujours un moment que ça bascule. Donc déjà, c'est bon. Star Wars mis à part, les 3 premiers donnent quand même une perception du robot où à un moment ça bascule quand même sous cette notion de la domination, et à un moment donné les robots veulent reprendre le contrôle et on a intention de... Bon, je vous spoile pas tout, mais ça se passe toujours très bien. Donc à main levée, après avoir vu tous ces films, est-ce que vous avez une perception positive des robots? Est-ce que vous avez envie de travailler avec des robots? Plus que Xavier. Très bien. Et de vivre avec des robots dans le quotidien. Voilà. On se pose des questions, voilà. Alors après, je fais le petit test jusqu'au bout. Est-ce que vous avez vu Wall-E? Et qui dirait que Wall-E vous a donné une perception plus positive d'un robot utile au quotidien? Sympathique, là il va venir nettoyer la planète, qu'on a déjà bien bousillé. Voilà, un petit peu dans le test. Alors bon, je vous ai mis aussi... les autres, dans les classiques, alors il y a Robot et il y a IA, à l'investissement, vous en parlez. Alors j'ai pas mis Her ici, mais dans l'attachement. Par contre, HAL, alors je prétends pas avoir tous les âges, mais bon, 2001 Odyssée de l'espace. Bon, pour les geeks comme moi, Frédéric, on l'a vu, mais forcément l'IA aussi qui vous parle et qui décide à un moment donné de ce qu'elle veut faire des humains dans la station spatiale. On Dave a parlé d'Asimov, donc grosse influence de toute façon, aussi bien donc dans la définition, même on sait que même le droit s'est inspiré d'Asimov pour les lois sur la robotique.
Puis bah, Terminator, hein, on a parlé aussi un petit peu ce matin, Exercition, donc ça a forcément aussi influencé votre appétence déjà ou pas à aller creuser ces sujets. Mais c'est vrai que dans le quotidien, quand vous allez croiser un robot, on va